Bien le bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan mi-année de mes lectures avec ce fameux tag que personne ne sait jamais très bien prononcer. Mid-year Freak Out Book Tag, un truc comme ça, voilà, un truc comme ça. Je voulais vous tourner mon bookshelf tour cette semaine, mais accident de pile, je n'ai plus de pile pour mon micro, donc ça sera pour la semaine prochaine, dimanche prochain, on aura le petit bookshelf tour de ma bibliothèque provisoire, donc avec tous mes romans. On va aujourd'hui parler des romans que j'ai lus donc de janvier jusqu'à juin 2024. On va parler des coups de cœur, on va parler des belles éditions, on va parler des déceptions aussi. Voilà, on va parler un petit peu de tout ça et je voulais simplement vous rappeler que au mois d'août, je serai le deuxième week-end du mois d'août à Falaise, donc au Médiéval de Falaise. Et à la rentrée, vous me retrouverez à Étanges Grande, donc au festival Étrange Grande, et à Hypermonde à Bordeaux. Alors avant de commencer, j'aime bien faire un petit bilan sur la lecture. Je suis en retard, vraiment très très en retard sur mes lectures. Je crois que je suis arrivée à 65 livres au moment où je vous parle de lus cette année. Alors ça peut paraître énorme pour certains. C'est pas beaucoup pour moi. Il y a une époque où là j'étais déjà arrivée à une centaine de livres quand même par an. L'année dernière j'étais quasiment à 70 tout simplement parce que j'ai eu une très grosse panne de lecture cette année. J'ai enchaîné des pannes de lecture. Le début d'année a été quand même très marqué sur du travail éditorial au niveau de la Reine de Fer. Ce qui fait que j'ai passé des jours et des jours et des jours à lire et à relire et à corriger. Là je suis en train de faire le nouveau travail éditorial pour la prochaine publication et c'est pareil, je suis hyper chiante dans mes lectures. Je dois me battre pour ne pas corriger les livres, vraiment. Donc le plaisir est pas toujours présent et donc comme la période de correction a été longue, forcément ça a un impact. Il y a aussi le fait que cette année j'ai fait des très bonnes lectures. Voilà, ça fait plaisir parce qu'il y a des années où je vous dis que c'était pas terrible. Là j'ai quand même eu 3-4 livres quand même très bons à mon sens. Ce qui est de moins en moins le cas, parce que, mine de rien, plus tu lis, plus t'es lassé, du moins plus ton curseur est haut en termes d'attente. Dès que j'ai lu un livre qui va énormément plus, ça a tendance à me foutre la panne de lecture, et notamment le livre que je vais présenter comme ma meilleure lecture, bah les lectures après, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver quelque chose, et je suis encore dans ce truc de purée, j'ai lu ce truc-là, c'était tellement bien, et notamment c'était tellement bien au niveau de la plume, qu'il y a des choses qui me paraissent extrêmement fades après et je deviens casse-couille. J'étais déjà, mais je le deviens encore plus. Donc cette année, je compte terminer certaines sagas. Voilà, il faut juste que j'achète ces sagas en question. Surtout, je compte lire essentiellement ce que j'ai envie de lire. Hein. J'ai renoncé à des partenariats pour ça. J'ai des partenariats qui n'ont pas été reconduits et c'est bien pour ça parce que je peux choisir énormément mes lectures. Et surtout, je lis pas mal de poches en ce moment, ce qui me permet de découvrir des textes un peu plus anciens. Et ça me fait énormément plaisir. Bon, cessons de bavarder et rentrons dans le sujet. Quelle a été la meilleure lecture de ces 6 derniers mois ? Vous ne serez point étonnés, je pense sincèrement. Qui serait étonné ici si vous suivez la chaîne ? Je vais encore vous parler de Titus. Alors, Titus, notamment le premier tome, Titus d'Enfer, de Mervyn Peake, qui est le premier tome du cycle de Gormenstadt, que je ne sais jamais prononcer, mais j'ai envie de le prononcer comme ça, donc je le prononcerai comme ça, qui est une saga inachevée par l'auteur, saga assez intéressante parce que déjà l'auteur a une vie palpitante, je vous en avais parlé, mais un des premiers photographes qui s'est déplacé dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale. On a aussi un auteur qui a vécu une vie assez compliquée, qui n'a pas pu terminer son œuvre à cause de maladies, et qui a quand même accouché de Titus d'Enfer. Titus d'Enfer, un des livres préférés de Neil Gaiman, et je le comprends, qui est un petit bijou brut, petit bijou que je ne m'attendais pas à aimer. On me l'a proposé en service presse au début de l'année. J'aimais beaucoup le travail esthétique au niveau de la couverture, ces très belles illustrations en noir et blanc avec ce fond voilà, en titre rose. Et j'ai été embarquée. En fait, ce que j'ai adoré dans Titus, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo, parce que là, j'ai lu tout le cycle disponible. Quand j'aime, je ne compte plus. Voilà, quand j'aime, je compte plus. C'est le fait que c'est un univers extrêmement fascinant, extrêmement différent de ce que j'ai lu. Et je pense qu'en ce moment, ce qui me drive, ce qui me motive et ce qui me fout des coups de cœur, c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de lire. Voilà, j'ai beaucoup de mal à prendre énormément de plaisir sur la médiéval fantasy classique. Voilà, c'est de plus en plus difficile. Et là, on est sur cette histoire du jeune Titus qui naît dans la famille d'Enfer, famille qui vit dans un château tentaculaire avec, imaginez, des pièces qui vont là où tu sais pas où ils vont, parfois des petits couloirs très étroits, parfois des trucs gigantesques où les gens vivent, on va dire, en fonction des étages.
Et ce petit Titus naît dans une famille avec un père qui ne quitte jamais la bibliothèque et qui est très lunatique, une mère qui préfère ses chats à ses enfants, du moins, qui vit avec des centaines de chats avec elle tout blanc et qui est une très très grande femme, très imposante et qui est un peu particulière, une sœur qui s'appelle Fuchsia, qui est une jeune femme de 15 ans dans le texte au début et qui vit toute seule dans sa tour, c'est une enfant un peu délurée, du moins très extravagante et en même temps en recherche constante d'approbation de ses proches et qui va faire la rencontre du point de vue qui va bouleverser le roman, c'est-à-dire Finlam, un personnage qui s'est échappé des cuisines et qui essaye de monter socialement. Voilà, je vous en dis pas plus parce que Titus, il faut le découvrir comme je l'ai découvert, c'est-à-dire tu y vas et puis tu te laisses porter. C'est un récit qui n'est pas là pour vous raconter une histoire dans le sens que c'est pas forcément, surtout dans ce premier tome, la façon dont c'est raconté qui m'a convaincue parce que c'est juste l'histoire de Titus et cette histoire de château avec des complots. Il n'y en a pas plus pour le coup. C'est assez simple, mais la façon dont c'est écrit, je pense que j'ai rarement lu une plume que j'ai trouvée aussi belle et aussi drôle. Je me suis tapé des barres pendant la lecture, mais vraiment, parce que en termes de choix de noms, les noms sont extrêmement humoristiques et sarcastiques. Il y a une espèce d'humour anglais assez grinçant, j'adore pour le coup, et les situations peuvent être loufoques, et c'est un roman qui peut autant dans une page te faire rire aux éclats, autant dans l'autre te faire pleurer. Voilà, pour le coup, tout simplement, j'ai aimé les personnages, la façon dont ils sont construits, le fait qu'ils soient aussi exceptionnels et extravagants, les tenues, l'univers, le world building. Il y a en fait, c'est un univers qui est tellement bien travaillé, tellement différent, et qui raconte aussi des questions de société assez importantes sur les questions de classe sociale, d'acceptation, de relations aux parents. Il y a aussi tout un point de vue qui se passe dans ce premier tome à l'extérieur du château, avec une mère de lait voilà, qui est présente. Et il y a un côté fantastique que je vous laisse découvrir. Mais en fait, je pense que c'est le fait que les personnages m'aient tellement touché au cœur, que ça m'a fait tellement rire et que j'étais fascinée par l'univers. Et je pense que c'est un des rares univers ces dernières années qui m'a fait penser au fait que j'aurais tellement voulu écrire quelque chose comme ça. Et je pense qu'on peut pas faire un meilleur compliment à un bouquin qu'on a envie d'écrire, tu vois. Donc, pour le coup, j'ai tellement adoré et je vous le conseille parce que si vous aimez les plumes littéraires, vous retrouverez ce côté-là. Si vous aimez les récits originaux, les personnages qui vous accompagneront, je pense, pendant des années, et du genre, ça me hante, Titus, vraiment, au niveau de mes lectures, et même au niveau de ma vie, je trouve que ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses, et je ne pourrais jamais, je pense, oublier Sale Prune, ou ce genre de personnages, parce qu'ils m'ont marqué, et ça joue aussi avec un côté glauque dans le roman, tu sais jamais vers où ça va. Des fois, ça se perd au niveau de la narration, tu sais pas où ça va, mais en fait, le voyage est tellement intéressant. Et malgré le fait que c'est une série qui soit inachevée, les 2 premiers tomes sont exceptionnels. Le 2e tome, sachez qu'il va briser tous vos rêves. Tout. Voilà, tout. Je suis encore traumatisée par ce 2e tome, dans le sens que je m'attendais tellement pas vers où ça allait, que l'enchaînement des trucs du 2e tome, j'ai dit... Il veut me détruire de l'intérieur, c'est pas possible. Et j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, c'est du roman initiatique. Et je pense que ça va être un peu le truc qui va lier certains thèmes de cette vidéo. Mais j'adore le roman initiatique et j'ai adoré découvrir des portraits de personnages. Et il y a une telle ambiance, c'est indescriptible, il y a une telle ambiance dedans que c'est extraordinaire. Voilà, Titus, c'est extraordinaire. Ensuite, on va aborder la meilleure suite de livres. Alors, je vous ai dit que je continue des suites. En vérité, j'en ai pas lu tant que ça. Voilà, je me confie, mais il faut que je continue. C'est pas tellement de temps pour aller en librairie et ce genre de choses, et donc j'achète beaucoup en salon, et donc j'ai tendance en salon à acheter des nouveautés ou des choses que je vois un petit auteur, je fais oh, je vais aller tester, que de continuer des séries comme Terry Goodkind, tu vois. Mais il faut. Genre, il me manque les tomes, ça me frustre parce qu'il y a des moments, je dis ah, je le lirai bien, et je fais j'ai pas le tome sur moi, j'ai pas le temps d'aller le chercher. Je me justifie. C'est pas bien. Et voilà. Et donc, ma meilleure suite, elle a été quand même sur la conclusion d'une série que j'ai adorée. C'est donc R.F. Kuang avec la série La Guerre du Pavot. Alors, malheureusement, ce 3e tome n'est que disponible en anglais, qui s'appelle The Burning God. Et La Guerre du Pavot, ça a été une excellente lecture. Pour le coup. Alors, The Burning God, c'est pas non plus le meilleur que j'ai apprécié, mais je trouve que c'est une bonne conclusion, et surtout, c'est un texte qui a réussi à me surprendre sur plusieurs points, et c'est un texte que je trouve est une bonne finalité
à comment ça devrait se conclure pour le coup. Donc la guerre du pavot, vous suivez Rin, qui est une jeune fille au début du récit, qui vit chez son oncle. Et son oncle, il trouve qu'elle coûte trop cher, donc il va décider de la vendre aux enfants, du moins de la marier de force. Elle va tout faire pour s'échapper de ce mariage, et donc elle va postuler à l'Académie royale, l'Académie de l'empereur, pour devenir une soldate. Et à force de se blesser et d'étudier, elle va y rentrer et elle va se découvrir chamane. Voilà, je vous en dis pas plus, il y a tout un contexte de guerre et c'est de la fantaisie d'inspiration chinoise. Et donc c'est d'autant plus quelque chose que j'ai apprécié parce que Air of Kang, elle traite de sujets hyper touchy et sociétal dans le texte, notamment la colonisation, la hiérarchisation des races. Je pense que c'est un peu le mot qu'il faut dire dans le texte, du moins parce que dans ce texte-ci, vous avez plusieurs contrées. Et il y a tout quelque chose sur le racisme et une dénonciation de ça. Rin vient d'une contrée où les gens ont la peau plus bronzée qu'à la capitale, et il y a vraiment des trucs, c'est immonde à lire. Et dans ce 3e tome, il y a totalement un moment où il y a des personnages qui se posent des questions là-dessus, et sur le fait qu'il y a une civilisation qui essaye de prouver scientifiquement que tel peuple est inférieur à tel peuple. Et donc voilà, il y a toute cette question-ci. Il y a la question de l'amitié qui est très belle. Je vous avais parlé de la question de l'amour dans R.F. Kang en vidéo parce que pour moi c'est un des romans qui parle au mieux de la relation toxique dans le texte. C'est extrêmement touchant. Et en fait ce dernier tome, il est extrêmement touchant parce qu'il y a toute une relation entre 2 personnages à la suite de la fin du tome 2 qui va te briser le cœur. J'ai trouvé ça extrêmement beau et j'ai aimé aussi voir le fait que Rin est un personnage très instable, très 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 gris. Je vous avais déjà expliqué que La Garde du Pavot était une des sagas, je pense, avec un plot twist à la fin du tome 1 qui est un des trucs les plus choquants que j'ai lus. Et donc on continue là-dessus. On continue à travailler sur la psychologie des personnages et sur un personnage qui devient instable au fur et à mesure d'avoir du pouvoir, sur l'extrémisme. Donc il y a des grandes batailles finales, il y a des choses, tu vois, pour vous donner un petit goût, Rin a des dons pour brûler, voilà, avec le phénix, et elle va brûler des gens volontaires vivants, des torches humaines qui vont aller attaquer des villes. Voilà, on est sur ce délire-ci, c'est très violent, mais c'est un regroupement de tellement de questions politiques qui m'ont plu. Les personnages sont, tu les aimes et tu les détestes en même temps. Tu as 2 points de vue dans le texte ici, avec un personnage au milieu qui est un peu écartelé, et en fait le fait que les personnages se font du mal les uns aux autres, je trouve que la psychologie elle est super bien faite. Et c'est un texte qui parle aussi du combat, de basculer dans les extrêmes aussi, dans les extrêmes révolutionnaires, et c'est assez touchant et assez triste, et ça a fait une conclusion que j'ai beaucoup aimée, même si j'ai trouvé que les combats étaient un peu facile, un peu cliché, mais en même temps il y a une grande partie qui est beaucoup sur la description, sur la résolution, et vraiment la toute fin est magnifique. Pour le coup c'est un texte qui, j'aurais pu le mettre dans les textes qui m'ont fait pleurer, mais qui m'a extrêmement touchée. Ensuite, on a abordé les choses sympathiques, on va aborder les choses un petit peu moins sympathiques. On va parler de ma plus grosse déception. Alors sachez que je ne vais pas parler de livres de littérature française, parce que j'ai pas envie de blesser les auteurs, sincèrement. J'ai un livre, notamment cette année, que j'ai lu, que je ne vous présenterai pas, donc d'un auteur français, parce que j'ai vraiment pas aimé, et que j'ai pas un seul point positif à présenter, et que je veux pas être la connasse désobligeante à critiquer de bloc, sachant que... moi, je fais partie du milieu éditorial maintenant et que je veux fâcher personne. Bon, ça, c'est aussi mon envie, mais c'est surtout que je pars du principe que mes chroniques, en général, j'ai très peu de chroniques où je dis que du bien des livres, je mets toujours du bémol, et j'ai très peu de chroniques où je dis que du mal. Et là, le problème, c'est que j'aurais dit que du mal. Donc, je préfère pas le chroniquer, et de toute manière, j'ai essayé en vidéo, et en fait, je trouve que c'est inintéressant. À part dire que je me suis ennuyée énormément, que le bouquin ne m'a pas du tout intéressée, et que je me suis forcée à le lire, vraiment, j'aurais dû l'arrêter au milieu parce que je n'ai pas du tout accroché. Ça sert à rien, c'est pas constructif. Et le deuxième, j'aurais pu parler de Conan, j'en ai parlé de le dernier texte sur Conan, mais j'avais envie de parler d'un bouquin parce que c'est un horizon d'attente. Donc en théorie littéraire, vous savez, on a ce qu'on appelle l'horizon d'attente, donc ce que tu attends d'une lecture. Et il y a une déception, parce que mon horizon d'attente était très très élevé, parce que je l'ai vu sur plein de chaînes, notamment des chaînes que j'adore, qui ont adoré ce texte. Donc je me suis dit, j'y vais. En plus, ce texte, quand il est sorti, je voulais l'acheter. Je le trouvais très très cher en format
grand format, donc j'ai attendu le poche, et heureusement parce que vu que c'était une déception, ça m'aurait fait chier de dépenser 20 balles pour ça, sachant que même le livre est très très court. Tu vois, là même en poche, c'est un tout petit poche, et je me suis dit, mais comment tu peux vendre un aussi petit livre à ce prix-là, en grand format? Mais bon, c'est Piranèse de Susanna Clarke. Alors, Susanna Clarke, je ne l'avais jamais lu de texte d'elle. J'y allais avec une vision faussée. C'est-à-dire que Piranèse, pour moi, c'était de la fantaisie mythologique. Du fait que la couverture est hyper trompeuse, je trouve. Le résumé aussi, je trouve que c'est un peu particulier. Et Piranèse, je vous en ai pas encore fait de l'update lecture, donc je vais vous en parler rapidement. Mais même si c'était très court, j'ai quand même réussi à m'ennuyer. Et que malgré le fait que j'ai aimé l'univers des backrooms, donc voilà, un univers que j'aime beaucoup un petit peu dans l'horreur, ça ne m'a pas assez convaincue sur l'histoire, sur ce que ça raconte. J'ai trouvé que c'était beaucoup de choses pour pas grand chose. Et en fait, j'ai trouvé le plot twist très très vite. Donc je pense aussi que c'est pour ça que j'ai pas accroché à la lecture. Donc Piranèse, vous suivez donc l'histoire de ce Piranèse. C'est un personnage qui vit dans une sorte de labyrinthe avec plein de salles différentes. Et qui ne côtoie qu'une autre personne qui l'appelle l'autre, je crois. Qui est un peu une source de savoir. Et Piranèse, sa vie, elle va être bousculée du moment qu'il y a une autre personne qui rentre dans le labyrinthe. Donc on oscille entre le fantastique et voilà, cet univers. Moi j'imaginais un truc un peu Dark Academia et tout. Je pense que sincèrement le bouquin, j'ai fantasmé sur le bouquin en me disant ça va être génial, et pas du tout. J'ai trouvé que c'était un peu trop what the fuck à des moments. J'ai pas du tout été dans le truc de la crédibilité scientifique du texte. J'ai pas accroché du tout. Pareil, j'ai trouvé les personnages très plats. Piranèse, c'est l'innocence même, c'est la naïveté même, et en fait, il est tellement naïf qu'il est creux pour moi. Voilà, j'ai pas réussi à m'attacher, forcément, mais au niveau esthétique, c'est très beau la façon dont c'est fait. L'univers est original. La première partie m'a plutôt convaincue avec cette histoire de labyrinthe, mais dès qu'on a les plot twists et tout, là, j'étais totalement hors du truc. J'ai pas accroché, et je pense que sincèrement c'est un genre particulier de l'imaginaire, et que en plus la façon dont c'est écrit, alors le personnage te rend les choses de façon journalistique, il écrit dans un journal de bord, donc ça c'est intéressant. Il y a quand même des choses sur la manière dont c'est écrit, la manière d'apporter la narration et tout, le texte est intéressant là-dessus. Mais moi quand je lis un bouquin notamment d'imaginaire adulte, le fait qu'on me dise tel personnage a les cheveux blonds et les yeux bleus, point, il porte machin, point. Je trouve que la langue était pas du tout au niveau de ce que j'attendais. Voilà, j'ai trouvé la langue assez pauvre dans le texte, et ce qui fait que au niveau littéraire ça m'a ennuyé de fou, et c'est des choses du genre vraiment éditorialement, alors je sais pas si c'est la traduction ou pas, mais moi ça passe pas, du genre vraiment ça passe pas du tout. J'avais l'impression de lire des fiches personnages, et même si c'est une volonté du texte d'avoir un truc un peu journalistique, carnet de bord, ça ne m'intéressait pas du tout. Vraiment, ça m'intéressait pas du tout, et je me suis assez ennuyée. Donc Piranèse, pas été une réussite, malgré le fait qu'il y avait un beau potentiel, et que ne partez pas dans cette lecture en partant du fait que c'est de la mythologie. Pas du tout, vous allez être déçus. Mais par contre, l'ambiance et l'esthétique, la description des décors est très bien réussie. Après, ce dont ça parle, la manière dont ça parle, par contre c'est intéressant. La manière de ce que ça parle, ça m'a pas trop intéressé, mais la manière de construire le récit était intéressante. Mais j'ai pas accroché. Voilà, et j'en ai parlé avec plusieurs personnes autour de moi qui le lisaient en même temps et qui étaient un peu dans cette optique, et j'ai eu des gens qui ont adoré. Je pense que ce livre est très clivant pour le coup, mais je suis du mauvais côté de la force pour cette fois-ci. Là, on va parler sortie. On va parler sortie littéraire, donc avec un premier axe qui est une nouvelle sortie qui est sortie récemment et qui te fait extrêmement envie. Je pense qu'on va pas pinailler pendant 20 ans, vous savez très bien de quoi je parle. C'est La fin des dieux de notre cher John Gwynne. Alors, je ne suis plus en partenariat avec Léa, parce que Léa n'est plus intéressée de travailler avec YouTube, et donc je vais me l'acheter avec mes petits sous. J'ai simplement pas eu le temps de le faire, mais j'ai très 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 envie, parce que tout simplement John Gwynne, malgré un début un petit peu difficile avec moi quand même sur la saga Les Terres Bannies, c'est un auteur dont j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup la façon dont il traite les personnages et ce genre de choses, parce que c'est de la fantaisie dans ce premier cycle, qui est plutôt de la fantaisie à papa, mais pas raciste, et pas homophobe, et pas sexiste. Mais dans en fait l'ombre des dieux, cette saga-ci, en fait ce que j'aime, c'est que c'est une saga qui a été faite pour moi, parce que c'est une saga, je pense que c'est une ode à la mythologie nordique,
Et je trouve qu'il y a tellement de très bonnes références dans ce texte-ci, si vous êtes intéressé. C'est tellement bien réfléchi, on voit tellement la passion qu'il y a derrière que ça m'a plu. Et c'est surtout que John Gwynne, j'ai apprécié aussi les portraits de personnages qui sont faits et le fait que c'est un récit à multi-points de vue. Et la fin, donc le tome 1, il faut l'imaginer comme une énorme introduction. J'ai adoré tellement la façon dont c'est décrit les monstres, hein, parce que vous êtes dans un monde un peu inspiration terre viking, donc terre nordique, où les monstres sont encore présents, hein, le Ragnarok n'a pas eu lieu, et donc on suit plusieurs colonies et tout, on suit une femme mariée qui va voir son enfant être kidnappé, et qui va poursuivre, traquer les kidnappeurs, cet enfant qui était lié en plus à un petit monstre, et qui est un peu particulier. Vous allez suivre un esclave qui a perdu sa sœur, et qui va essayer de la questionner sur le meurtrier en question, en passant par une sorcière, et qui rentre dans une compagnie qui est un peu des chasseurs de primes. Avec ces chasseurs de primes, vous allez rencontrer une jeune femme qui est la fille d'un jarl connu, qui s'est engagée dans ces chiens de guerre et qui fait tout pour faire chier papa, si je peux me permettre. Et je crois que c'est tout en termes de points de vue principaux. Et tous ces personnages vont graviter avec une guerre en préparation, avec voilà, une reine autour qui a l'air d'avoir des prétentions sur cette terre, et d'autres opposants qui voudraient bien refaire venir les dieux et les gros monstres méchants sur cette terre. Et il y a un gigantisme, en fait c'est rare, et je pense que c'est la première fois en lecture que j'ai eu cette sensation monstrueux, déjà parce que c'est de la fantasy assez dark, hein, voilà, il y a des choses, c'est très violent, et j'aime beaucoup le côté dark fantasy dans ce texte aussi. C'est le gigantisme des créatures. Pour ceux qui ont lu la fin du tome 1, je pense que vous voyez bien, c'est ce danger, ce gigantisme, il y a tellement de jalons qui sont intéressants, et genre la fin est ouf, j'ai trop hâte. Donc j'ai très envie, sachant que le deuxième tome, c'est Fenrir qui est sur la couverture, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Et surtout, faut savoir que si vous n'êtes pas du tout amateur de mythologie nordique et que vous la lisez quand même, vous allez tout à fait comprendre. Il y a beaucoup de vocabulaire nordique, donc à la fin, vous avez un lexique pour vous repérer un petit peu plus facilement. Mais il y a beaucoup de références. Voilà, vous n'allez pas avoir les dieux Odin et tout ça cité, mais pour les gens qui sont intéressés un minimum, vous allez avoir énormément de références, et des références que tu vois pas forcément, du genre, tu vois la référence à Mimir, je suis pas sûre que la personne qui a vu les Marvel ait forcément cette référence-ci, mais c'est hyper riche, j'ai adoré le portrait des personnages, et j'ai tellement hâte de retrouver, en fait moi c'est de la fantaisie un peu à l'américaine que j'aime bien, où ça tabasse, où il y a un bon univers et des personnages intéressants. Moi il y a que ça pour me réjouir, et en plus il y a de la culture viking, ça a pas de sens de dire culture viking parce que les vikings étaient plusieurs peuples, mais vous voyez un petit peu. Donc c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, et j'ai très hâte. Je pense que je me l'achèterai la prochaine fois que j'irai en librairie. Et la sortie que j'attends le plus, alors faut savoir que par rapport au moment où je tourne la vidéo, le livre n'est pas sorti, mais il sort très prochainement. C'est un livre, alors je suis tombée dessus en faisant une petite recherche, qui s'appelle Lilith. Donc vous savez, cette chère Lilith, la première femme qu'Adam n'a pas voulu avoir. Voilà. Donc la première femme, vous savez, c'est la figure de la démone, de la sorcière, machin. Bon, vue par les chrétiens. Et donc Lilith, ils ont sorti une réédition, parce que la maison d'édition en question, c'est Calidor qui sort cette édition-ci anniversaire, d'un homme qui était un pasteur, qui a écrit sur ce mythe-ci, avec un jeune homme aveugle qui va rentrer dans ce monde avec Lilith qui est en reine et ce genre de choses. Et en fait, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le pasteur en question, j'ai plus son petit nom, c'est une des inspirations de Lewis Carroll. Donc pas piqué d'adon, tout ça, voilà, pour le coup. J'ai très envie, et la figure de Lilith, c'est une figure qui m'intéresse toujours, parce que quand je lisais de la Biblite plus jeune, elle revenait beaucoup dans ces figures-ci, et c'est une figure qui est très réutilisée dans le féminisme, parce que Lilith, en fait, elle n'a pas été acceptée parce qu'elle était trop indépendante. Donc voilà, c'est un personnage de figure de femme forte qui a été extrêmement diabolisé par la religion, et je trouve ça intéressant d'avoir des réinterprétations. Et moi je serais très intéressée du point de vue du petit pasteur, parce que je pense qu'il va en faire une démon olé. Je le sens gros comme une maison, mais peut-être qu'il va nous faire une réinterprétation assez sympa. Mais moi j'aime beaucoup le travail de Calidor sur l'esthétique de leurs livres, et j'aime bien découvrir des vieux textes pour le coup, et ça c'est hyper intéressant, et donc c'est ma petite envie du moment. Ensuite, on a parlé de ma plus grosse surprise. Quand vous allez voir la couverture de ce livre, vous allez déjà être surpris parce que vous allez avoir peur. Et surtout, vous allez être surpris parce que vous allez penser que c'est de la romantésie. C'est Le Trône de Jasmin. Alors ce livre, j'ai un background avec lui. C'est-à-dire que je ne le connaissais pas du tout avant Les Imaginales. Et quand j'ai été me promener jeudi pour repérer un peu ce que je voulais acheter, je me dis,
L'autrice va avoir du monde, c'est de la romantaisie, vous avez vu le truc rose clinquant, hardback avec du jaspage, tout ce qu'il faut pour répondre à un certain type de lectorat que je ne suis pas. Et donc je me suis dit, c'est vraiment, pour moi, c'est les red flags pour pas acheter un livre maintenant. Dès qu'il y a du jaspage et ce genre de choses, voilà. En général, ça veut bien dire ce que ça veut dire en type de littérature et c'est pas une littérature qui me convient. Et donc j'ai dit, bon, je vais pas le lire. Et puis en plus, le livre est hyper cher en France, 33 balles et tout. Et en fait, quand j'ai appris le prix en anglais, je me suis dit, c'est pas un livre très difficile à lire, donc je regrette un peu de pas l'avoir lu en anglais pour des économies. Mais je vais voir, je discute avec l'éditrice de Léa qui me dit qu'elle l'a lu et qu'elle l'a adoré et qu'il y a un problème marketing avec ce livre parce que c'est de la fantaisie adulte et que c'est pas du tout de la romantaisie. Ça commence à me chafouiner un petit peu, tu sais, je me dis, oh, ça m'intéresserait un petit peu. Et puis je vais voir Jean-Laurent Del Socorro pour faire ma petite dédicace qui me dit, non mais je suis en train de lire Le Trône de Jasmin, c'est vachement bien, il me le compare au Trône de Fer. Ça m'intéresse beaucoup. Et en plus je suis un peu une influenceuse influencée, c'est-à-dire que moi je lis les choses qu'on me recommande. Voilà, je vais pas pinailler 36 ans et je me suis dit, impulsive comme je suis, je l'achète. Allez, je le lis. Alors, et là je me dis, c'est vachement bien parce que oui, c'est une sorte de Game of Thrones féministe. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est aussi riche que Game of Thrones, mais ça a été une véritable surprise parce que déjà au niveau marketing, on s'attend pas du tout à ce que ça parle de ça, sincèrement. Parce que même si je pense que c'est une référence au sari indien, parce que c'est de la fantaisie indienne, le marketing il est fait pour de la romantaisie. Je veux dire, les éditeurs savent comment vendre leurs livres, minimum, surtout que c'est chez le Rayon Imaginaire, donc c'est une collection de Hachette, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça a été pensé pour, mais je pense que c'est un gros problème marketing et que ce bouquin va être vendu à des gens qui ne vont pas forcément être intéressés par ce genre de lecture. Alors, Le Trône de Jasmin, c'est l'histoire de deux femmes. L'une est une femme qui a échappé à la mendicité et qui faisait partie d'un culte quand elle était plus jeune, culte d'enfants qui prenaient des sortes de bains qui leur permettaient d'être éveillés et de développer des pouvoirs, mais c'est un coup, il y a beaucoup d'enfants qui ne survivaient pas. Et ça devenait des gens un petit peu dangereux pour le royaume, et on est sur une période où on a la fin de l'ère des fleurs, où une nouvelle gérance qui est mise en place au niveau du royaume, après des guerres, qui décide de faire assassiner tous les enfants en question. Donc la jeune fille vit cachée, ils sont que 2 à avoir survécu, ils sont 3 ou 4 à avoir survécu au massacre, et elle vit en fait auprès d'une des femmes qui a échappé aussi à ce massacre et qui a épousé un général en mentant, voilà, sur ses origines pour protéger les enfants. Et elle est beaucoup apprêtée à aider le peuple, voilà, d'une maladie en plus qui a ressurgi, qui est une sorte de maladie où vous avez des fleurs qui vous poussent dans les bras et qui vous tuent au fur et à mesure. Et on suit en parallèle la sœur de la famille qui a pris le pouvoir, dont le petit frère a pris le pouvoir, et le petit frère a une petite dent vers les femmes, c'est-à-dire que pour mettre les dieux de son côté, d'essayer d'immoler des femmes. Et cette jeune fille, au début du roman, on apprend extrêmement vite qu'elle a refusé. Elle a laissé ses suivantes se faire incendier, et au son propre. Et elle est en fait envoyée en exil dans cet ancien temple qui a été attaqué, très dangereux d'accès, ce genre de choses, pour être poussée en fait à s'immoler. Et les deux femmes vont se rencontrer et vont décider de lier une alliance. Je vous en dis pas plus. Le Trône de Jasmin, donc c'est de la fantaisie d'inspiration indienne qui est une fantaisie où il y a une petite romance voilà, LGBT dans le texte qui est hyper hyper chouette, mais vraiment en sous-fond, parle beaucoup du colonialisme, qui parle beaucoup de la classe sociale, qui parle du statut des femmes, et donc vous avez un multi-point de vue avec d'autres personnages, je vous ai cité les 2 principaux, mais avec d'autres personnages, beaucoup de complots politiques, avec de la mise en place, et ce tome 1, t'es en mode... ça promet. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un roi qui veut pas régner, il y en a un qui essaye de brûler les femmes, et il y a une sœur qui est en mode bah je fais quoi. Donc voilà. Et il y a des scènes très épiques dans le texte. Alors la première partie est très explicative, beaucoup d'informations, mais j'ai beaucoup aimé le côté travail religieux, travail de la magie, et les personnages sont bien nuancés, sont gris, et la romance est bien faite. Et bien faite parce que c'est pas une romance on tombe amoureux et on s'aime. Non, c'est on tombe amoureux mais on sait pas si on va nous planter un poignard dans le dos. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Et j'ai beaucoup aimé tout l'univers un peu indien qui se retranscrit dans les coutumes, dans les costumes, dans les cultures. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Et ça a été ma grosse surprise de l'année.
Et laissez-vous tenter, même si c'est cher. Et sinon, attendez la sortie poche si vous êtes un petit rat. Moi, en plus, il est clinquant dans ma bibliothèque. On ne voit que lui parce que je n'ai pas du tout de gros brochets reluisants de rose comme ça. Mais c'était très, très, très sympa. Et ce qui est très drôle, c'est que quand tu regardes les couvertures américaines et anglaises, bah voilà, c'est vraiment une erreur de marketing. Parce que c'est typiquement ce genre de couverture que tu vois en fantasy adulte, habituellement dans les rayons, on va dire, un peu américains-anglais. Alors ne laissons pas ce marketing tuer ce livre parce que ça vaut vraiment le coup si vous aimez la fantasy qui n'est pas forcément la fantasy européenne et qui change un petit peu. Ensuite, c'est votre nouvel auteur préféré. C'est un peu compliqué, hein. Sachant que j'ai hésité, alors il y a R.F. Kuang parce que je vous ai présenté donc La Guerre du Pavot, mais j'ai lu Babel aussi, je l'ai terminé il y a 2 jours, qui a été une très 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 bonne lecture. Donc je pense que R.F. Kuang en fait elle traite de thématiques qui m'intéressent, genre je suis très intéressée par la fantasy colonialiste, si on peut dire ça, anti-colonialiste plutôt, et ça m'intéresse beaucoup sur ces questions-ci parce que j'ai l'impression d'apprendre beaucoup de choses. Mais je pense que ma découverte d'auteur cette année, c'est le cher Patrick Destoué, je crois que c'est comme ça son petit nom, qui a écrit le cycle de Sif. Alors le cycle de Sif, vous m'en avez parlé, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et donc je l'ai testé parce qu'il était aux Imaginales et j'ai lu le premier tome, c'était une très très bonne lecture, notamment parce que c'est une sorte d'assassin royal français. On suit un jeune garçon qui est recueilli par une veuve avec plusieurs autres orphelins, qui, pour séduire la seule fille de son groupe, parce qu'il est un peu jaloux d'un autre mec qui essaye de la serrer quand il est jeune, va commettre des vols et va être chopé par un des gardes de la ville. Ce garde en question a très mauvaise réputation parce qu'il a commis un acte très blâmable au niveau de la société et va demander au garçon de travailler pour lui, sauf que le garçon, il est un peu particulier, il a vu des choses particulières et on a l'impression qu'il a quand même il y a quand même un problème quand il est dans les parages. Voilà. Dans un contexte politique assez changeant, avec un espèce de nouveau roi en place qui épouse une nouvelle reine, et on voit que les choses se complexifient beaucoup à la fin du premier tome. C'est typiquement le récit initiatique d'un jeune garçon perdu qui va devenir un personnage un peu plus intéressant politiquement, et là pour le coup il n'a pas de chance, voilà, il n'a pas de chance, il arrive pas mal de choses, mais si vous aimez tout ce qui est univers, on va dire à la Robin Hobb, c'est exactement ça, avec un personnage qui n'est pas aussi chiant que Fitz. Je suis désolée, j'ai dû couper parce que je suis tombée sur un cinglé, je pense que c'est la première fois de l'histoire des Trois Nornes où on tombe sur un tel cas de clients. Voilà, j'ai jamais vu ça. Je suis un peu perturbée parce que je me dis, les gens sont vraiment soit des gros cons, soit des gens qui n'ont aucun savoir-vivre. Vraiment aucun savoir-vivre. Mais bon, revenons à mon mouton. Alors, vraiment, je pense que c'est la découverte de cet auteur-ci, de ce cycle de Sif, qui certes est assez classique dans ce qu'il raconte au niveau de l'imaginaire, voilà, de l'histoire, ça reprend plein de tropes, plein de clichés, et ça souffre aussi du fait que, comme par hasard, il y a ça et ça, mais il en reste que j'ai passé un tellement bon moment de lecture et que je pense que ça va être une saga qui va me plaire, mais sincèrement, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'auteur qui m'a marqué, où j'ai lu 36 livres de cet auteur au début d'année. Maintenant, il me faut quand même plusieurs années pour qu'un auteur me satisfasse, tu vois, je vais pas dire « Oh, j'adore cet auteur, alors j'ai lu qu'un livre de lui », tu vois, en général, il me faut quand même plusieurs cordes à mon arc. Personnage préféré. Alors je regardais ma liste et je me suis dit, soit c'est des livres que je vous ai déjà présentés, soit je vais quand même vous présenter un personnage qui n'est pas dans les livres que je vous ai cités. Il y en a un que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans ce début d'année. Alors c'est un perso, il a un background, les gars. C'est compliqué. Mais je pense que c'est parce qu'il a une vie tellement horrible que ça m'a accroché. Il est juste là, mais vous le voyez pas. C'est dans Banana Fish. Vous avez un personnage qui s'appelle Ash, si je me dis pas de bêtises, qui est un jeune américain qui fait partie d'un gang et qui va se retrouver lié à une affaire de gang, d'où le nom, et qui va subir les affres d'un chef qui va essayer de le pousser à bout. En clair, Banana Fish, j'ai lu que le premier, donc je peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle. C'est l'histoire d'un journaliste japonais qui va faire un reportage sur les jeunes aux États-Unis, un peu déscolarisés, tu sais, dans les gangs et tout, et qui va faire la rencontre de ce fameux Ash qui va se retrouver dans la merde au sens propre du fait de rivalité de gang et de ce Banana Fish, donc cette espèce de chose qui a bouleversé sa vie parce que Ash, son grand frère, si je ne dis pas de bêtises, a fait la guerre du Vietnam, s'est fait sauter, il a tué ses compagnons en criant ce nom-ci, et donc il y a toute une affaire liée aux substances, voilà, dans ce texte-ci. En fait, ce que j'ai aimé avec Ash, alors déjà,
C'est une bimbo blonde, je l'aime bien pour ça. C'est un ange, genre il est beau gosse de fou, il a cette figure angélique mais tu sais coquinou, c'est-à-dire que c'est un bad boy et on l'aime bien pour ça. C'est une figure aussi homosexuelle, j'ai beaucoup aimé la romance qui s'installe un petit peu en sous-fond. Il joue beaucoup avec les autres, voilà, il manipule et en fait au fur et à mesure du texte, alors déjà tu le trouves très sympathique parce qu'il est très drôle, il a cette tchatche, il a ce bagou qu'on aime bien. Mais en même temps, il est un peu vénère, du genre, voilà, il aide aussi les autres, il protège les siens. Et on apprend que H, en fait, il a une vie catastrophique, et notamment qu'il a été... Alors, il est très très beau, et qui malheureusement... Alors là, on va toucher un sujet, le manga est très violent, alors c'est pas montré, mais c'est dit, et c'est d'autant plus violent aussi. Quand il était jeune, enfant, donc adolescent, il a tourné des films pour les adultes, voilà. Alors qu'il était enfant. Qu'il n'est pas volontaire a priori, donc ça a fait le tour un petit peu du monde et c'est un personnage voilà, qui a un passé horrible, qui a son rapport avec son frère et ses amis et je pense que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps avec son manga, mais c'est très triste et j'ai eu un attachement pour ce personnage-ci et aussi pour le personnage du jeune journaliste japonais qui fait beaucoup plus jeune que son âge parce que voilà, mais qui est intrépide, qui est fasciné par ce H et qui a envie d'aider et se retrouve un peu mêlé aussi à ça. C'est un peu une figure de jeune premier sympathique mais courageux. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé les personnages là-dedans, même s'il y a des sacrées raclures que t'as envie de tabasser dans le bouquin. Vraiment, il y a des choses où je t'en mode c'est pas possible, c'est horrible. Le livre qui t'a fait pleurer. Alors, quand je vous dis je pleure rarement dans les livres, hein, autant vous me mettez devant une série, je pleure pour tout. Si je regarde un épisode, je pleure pour tout. Suffit qu'il y a des morts ou des questions un peu touchy, voilà. Mais il y a un livre, alors, qui m'a foutu les larmes, et c'était rare. Alors, je veux pas vous parler de Titus, ou ça... Titus, ça m'a... Le deuxième tome, j'étais brisée, j'étais un peu dans ce mood-là. Mais là, en fait, c'est hyper improbable comme livre, et j'étais hyper surprise de l'auteur qu'il arrive à toucher cette corde-ci, j'ai trouvé ça tellement touchant et c'est qu'une partie du texte vraiment. C'est donc Chasse royale. Alors Jaworski pour les intimes, c'est un peu compliqué. Il a 2 cycles principaux qui sont coupés eux-mêmes en cycles. Donc t'as le cycle, vous savez, gagner la guerre avec Buenvenuto et tout ça qu'on n'aime pas trop. Et il y a le cycle même pas mort qu'on aime beaucoup plus sur de la légende celtique, voilà, historique celtique. On suit le destin de Bélovèze. Et dans le premier tome, c'est sa jeunesse. Dans le deuxième tome, dans un second cycle, il est adulte. Je commence la lecture et on apprend dès le début de ce deuxième tome que... alors, c'est vu comme un présage, donc je sais pas trop si c'est du spoil ou pas, mais il me semble, je ne sais pas si c'est dit dans le premier tome ou pas. Je vais spoiler juste ça, après ça va pas gâcher votre lecture parce que c'est vraiment dit, mais il y a un très très grand prologue sur le fait que Bélovèze annonce qu'il va perdre son frère. Et ce que ça lui provoque. Et en fait, déjà, moi c'est une question, ça me touche énormément, mais en plus, ce qui m'a touchée, c'est la façon dont c'est dit, la relation entre les frères et tout, parce que ils ont une relation amour-haine parfois, et en fait, ils posent des mots où t'avais l'impression que Jaworski parlait de son propre frère. Et j'étais en mode... j'ai senti une émotion. Et Bélovèze, c'est un personnage que je trouve assez fascinant parce que des fois je le déteste, mais des fois je comprends pas pourquoi il prend ces décisions-là. Je fais, mais Bélo, parce que moi je l'appelle Bélo hein, pour les intimes. Mais pourquoi tu te compliques la vie? Voilà. Mais j'ai été bouleversée par ça. Et en fait, le texte, tu lis avec cette pensée-ci et qui te ronge. Et c'est hyper touchant parce que pour ceux qui connaissent pas, même pas mort, c'est l'histoire de 2 frères. Donc qui sont les héritiers d'un clan celte qui vont perdre leur père, être recueillis par leur oncle, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'au niveau complot et tout, c'est un peu vu comme des mauvais. Voilà, dans le texte, ils vont être très mal jugés, ils vont faire leurs preuves, et dans le premier tome, Bélovèze va être gravement blessé et ça va lui donner une aura de légende. Et c'est vrai que je m'y attendais pas. Parce que Jaja, c'est plus du combat. Alors, c'est très viril. Hein. Les hommes meurent dans la virilité. Voilà, c'est les gros bras, on se tape dessus. Mais il y avait une sensibilité. Et il y a une sensibilité dans tout le texte qui est très belle. Mais là, je peux vous dire que j'étais comme ça dans mon lit. Je dis, je vais fermer le prologue. Je vais aller me mettre au lit. Parce que j'étais hyper triste. Et je pense que c'est parce que...
c'est un texte que tu pourrais mettre n'importe quel nom de personnage, ça serait touchant, et j'ai rarement eu un auteur qui m'a touché autant sur la question. Donc vraiment, voilà, préparez les mouchoirs, c'est tout ce que je peux vous dire. Livre qui m'a rendue heureuse. Alors, ça c'est une question hyper dure parce que vous savez, je ne lis pas de feel good. Moi, je lis que des trucs où tout le monde meurt et où ça se charcute. Voilà, c'est un peu cathartique. Et j'ai très peu de livres feel good à part le Cozy Mystery, ce genre de choses. Donc, j'ai pas pris le livre en mode oh, je sors, j'ai la pêche, tu vois. Genre, ça m'a fait apporter quelque chose. Ça me fait le smile parce que bah, rarement, quand tu as des massacres dans des bouquins que tu lis, c'est plus un livre où j'étais heureuse qu'on parle de ce sujet-là. Et j'étais heureuse d'apprendre des choses. Et c'est Bitch. Alors, Bitch, c'est chez Albin Michel. J'ai adoré cet essai. C'est un essai zoologique sur la place des femelles dans la société animale. Donc, voilà. Et en fait, ce texte est hyper intéressant parce que il prend notre point de vue scientifique actuel avec beaucoup d'exemples. Hein. Vous avez des chapitres avec des exemples scientifiques, très bien expliqués. Et même, la personne s'est déplacée voir des spécialistes, étudier les animaux en question. Et on va tout à fait renverser le prisme de Darwin qui expliquait que les femelles, c'était dans leur nature d'obéir aux mâles et voilà, d'être séductrices et ce genre de choses. Donc toute la théorie darwinienne qui s'applique à certaines espèces animales, mais qui n'est pas du tout la norme dans toutes les espèces animales. C'est-à-dire que cet essai, il va aborder scientifiquement sur des propos scientifiques de base, hein, qui sont vérifiables, des grandes questions qui soient liées au genre, aux femelles. Vous allez avoir notamment des questions sur l'homoparentalité, parce que ça m'a fait très rire, mais ce livre m'a fait tellement penser, vous savez, à ce fameux mème de, à propos des homosexuels, ce n'est pas naturel. Voilà. En fait, cet essai te montre que, bah, si, parce que dans la nature, il y en a plein. Voilà. Donc, pour le coup, qu'il y a des espèces où l'homosexualité est pratiquée, que les couples parfois partageaient les œufs et ce genre de choses. Ça explique aussi la place des femelles dans certaines espèces. On présente notamment des sociétés matriarcales en montrant qu'elles sont aussi horribles que les sociétés patriarcales, hein. Vous prenez les suricates, les mamans, les daronnes suricates sont prêtes à tuer leur propre fille pour pas qu'elle monte en haut de l'échelle sociale. Voilà. Vous avez aussi tout ce qui est lié à la ménopause, à la vieillesse des femelles et leur place, notamment chez les cétacés. Vous avez plein d'informations sur les parades, sur vraiment en fait casser tous les clichés victoriens, parce que Darwin, il était dans l'époque victorienne où la place de la femme, elle était quand même extrêmement mise au ban par rapport aux hommes, et c'est horrible, hein, mais il a collé en fait ces clichés-là à la société dans laquelle il vivait, et donc ça te permet, grâce à des études scientifiques appuyées de preuves, parce que Lucy Cook, elle est allée rencontrer des personnes qui étudiaient ces espèces animales, hein, que partout un petit peu dans le monde. Je me souviens d'une scène avec les lémuriens où elle montre quand même la difficulté aussi du travail de chercheur, et en fait c'est fou parce que tu dis que la nature elle est merveilleuse et que la nature est extrêmement cruelle parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très très hard, mais savoir qu'il y a des animaux qui peuvent changer de sexe comme ils le veulent, qu'il y a des animaux qui ont des PENIS, je suis pas sûre que YouTube l'autorise sinon, mais qui sont des femelles, voilà, notamment chez les taupes, je crois. Il y a des animaux qui répondent à un schéma qui n'est pas le schéma habituel. Sur les parades nuptiales, on étudie tous les oiseaux, on pensait que les femelles étaient que là pour recevoir le mâle, alors qu'en fait, il y a aussi de l'action de leur part, de voir comment il y a la sélection naturelle et ce genre de choses, et notamment, vous allez avoir votre vie qui va changer en apprenant que les canards sont des gros cons, ça on le savait, mais que les canes, et ça moi ça me tue, genre c'est un super pouvoir qu'on devrait avoir, elles sont capables de se gérer au niveau de la fertilité, c'est-à-dire que les canards, vous savez, sont des gros agresseurs. Donc les canes, je crois que ça représente, c'est énorme le chiffre, et donc les canes, en fait, elles sont capables de choisir le mâle qui va la féconder. C'est magique. Mais c'est hyper intéressant là-dessus, et voir qu'en fait, c'est dans plein d'espèces animales, et je trouve... Alors, ce bouquin, moi, il m'a fait... Déjà, il m'a rendue heureuse parce que ça cassait tellement des clichés que je ne supporte plus dans la vraie vie, tu vois. Mais ça m'a rendue heureuse déjà qu'on s'intéresse aux femelles, parce que c'est ce qu'elle expliquait, la scientifique, c'est que c'est un sujet qui intéressait, qui n'a pas du tout intéressé le monde scientifique, que c'est un sujet qui intéresse aussi les hommes scientifiques, et ça c'est cool, et c'est un sujet qui fait évoluer vachement, et surtout j'ai l'impression que intellectuellement ça m'a apporté tellement de choses, genre j'ai vu un avant, un après, j'étais tellement investie dans la lecture. Et c'est ce qui me rend heureuse, parce que moi j'aime apprendre des choses, et donc mon bonheur, ce qui m'a rendue heureuse, c'est d'apprendre des choses. Et la dernière chose, c'est quel est le beau gosse entre tous tes livres. Voilà, le plus beau livre. Alors,
C'est un truc, il y a quelques années, j'aurais pu avoir beaucoup d'hésitation sur oh mon dieu, quel livre est le plus beau et tout. L'objet livre est toujours hyper important pour moi parce que je me fie aussi beaucoup à la couverture et ce genre de choses. Ces derniers mois, j'ai beaucoup lu en poche, j'ai beaucoup plus lu des livres qui m'intéressaient, qu'importe vraiment la couverture. Et est-ce un signe de maturité? Je ne sais pas, mais c'est surtout que je suis un petit rat et que parfois, quand on veut faire des économies, il faut faire une croix sur ce qui est joli. Mais pas toujours. Et j'ai reçu un très 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 beau livre. Alors, je vais pas vous parler du Trône de Jasmin, parce que là, pour moi, c'est l'anti, ce que je trouve assez beau. Mais je vais vous parler donc de Beren et Lucienne. Alors, je vais vous faire une petite parenthèse avant. Je me suis quand même rendu compte, parce que j'ai déplacé un bout de mes livres Tolkien pour faire de la place dans la bibliothèque parce que j'avais plus de place, que je vous avais présenté les contes et légendes inachevés dans un vlog parce que je les avais pas lus et tout. Et que dans les commentaires, il y a plein de gens qui m'ont dit mais t'as dit qu'Alderion tu connaissais tout, mais c'est pas dans le Silmarillion. Bah oui, je connaissais parce qu'en fait, je les avais déjà lus, les contes et légendes inachevés, parce que je me souviens, quand j'ai vu le texte, j'ai fait « Ah oui, je l'ai déjà lu ». Je l'avais pas lu dans cette traduction-là. Donc, voilà, comment être conne en 5 minutes, voilà, pour le coup. Mais surtout, j'ai reçu Beren et Lucienne cette année, donc c'est un texte que j'adore, dans une magnifique édition brochée qui est une réédition, voilà, magnifique avec des illustrations superbes. Beren et Lucienne, c'est le couple fondateur, on va dire, de Tolkien. C'est un passage très important du Silmarillion parce que dans cette histoire, vous suivez Beren qui est un humain qui tombe follement amoureux de Lucienne qui est une elfe et une princesse elfique. Et il veut l'épouser, elle veut l'épouser, c'est un amour partagé, mais le daron de la Lucienne dit « Mon coco, tu vas pas tremper ton biscuit dans ma fille elfe. Donc si tu veux le faire, je vais t'envoyer pour une quête dans laquelle tu vas forcément crever, c'est-à-dire d'aller chercher les Silmarils, l'intérêt du Silmarillion, qui sont les joyaux que Morgoth avait volés à ce moment-là. Et donc, Beren part pour cette quête, et il part un peu pour la mort. Et je vous laisserai découvrir un petit peu l'histoire, mais cette histoire, en fait, pour moi, elle est extraordinaire, parce que déjà, c'est pour l'époque, quand même, beaucoup de choses qui parlent de la différence sociale, de la différence de classe et ce genre de choses. Bon, ça, c'est assez intéressant. C'est très beau, il y a des poèmes, il y a de la prose, il y a toutes les formes de Beren et Lucienne que vous trouvez dans cette édition-ci, qui est magnifiquement illustrée, parce que déjà, en plus, c'est des scènes très visuelles avec des beaux paysages, la scène de rencontre quand ils se rencontrent et tout, la scène à la fin avec Morgoth et Lucienne, voilà, ce genre de choses. C'est voilà, c'est très, très visuel, mais surtout, ce que j'aime avec ça, c'est que ça a tellement une importance dans la vie de Tolkien qu'il a fait graver sur la tombe d'Édith, sa femme, Lucienne, et lui, il s'est fait appeler Beren, du genre, c'est beau, quoi, c'est beau, on a envie de le dire, mais l'édition est magnifique, donc ces éditions-ci, vous trouverez bien sûr Beren et Lucienne dans des éditions bien moins chères, avec la même traduction. Là, c'est des collections qui sont faites soit pour les gens qui ont de la thune, faut se le dire, soit pour les gens qui aiment collectionner, pour des cadeaux et ce genre de choses. Typiquement, si vous avez un compagnon ou une compagne qui adore le Seigneur des Anneaux et l'univers de Tolkien, si vous voulez lui faire un petit cadeau romantique ou un petit cadeau d'anniversaire, offrez-lui ceci parce que c'est un peu une petite déclaration d'amour, voilà, partagée, mais voilà, c'est une très belle édition, elle est magnifique et j'adore le travail artistique qu'il y a autour de ce livre, donc voilà, faut que j'en parle parce que c'était le beau gosse de mes livres et il a rejoint les autres petits beaux gosses de Tolkien, mais en même temps, vous savez, je collectionne les couvertures moches, hein, donc je ne suis pas difficile en la question, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu tous ces livres, à répondre en question, vos petites déceptions, vos coups de cœur, comme ça, moi, ça me permet un petit peu de voir les livres qui vous tentent en ce moment. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine, donc pour un update lecture mercredi et pour le Bookshelf Tour tant attendu de dimanche.